Alors, peut-être essayer d'expliquer pourquoi, avec mon collègue Samir Alouardi, on a fait ce livre. On a eu le sentiment que nos collègues, par exemple économistes, avaient toujours de bonnes idées, des hauts fonctionnaires ont de bonnes idées quand ils viennent faire des rapports sur Tahiti, mais il manque toujours, ou presque toujours, une dimension. C'est à la fois la dimension, pour employer un grand mot, anthropologique, c'est-à-dire est-ce que ça peut s'appliquer, les remèdes que l'on propose sont applicables. Je me souviens toujours que, faisant un jour une conférence à Tahiti, à la base aérienne, une dame m'avait dit « mais les Tahitiens n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à faire ça, etc. » Et je lui avais dit « mais vous savez, quand les Japonais nous regardent travailler, ils disent « vous devriez faire ça, vous devriez faire ça ». Elle avait dit « oui, mais on n'est pas japonais ». J'ai dit « oui, ben, les Tahitiens sont Tahitiens ». Bon, voilà. Donc, il y a cette dimension un peu qui va permettre de comprendre un petit peu le contexte. Et puis, nous avons été surtout frappés par le fait que la situation à Tahiti est beaucoup plus encore peut-être qu'ailleurs un héritage historique, culturel, économique, et que tout ça pèse très très fort, et que si on ne prend pas la mesure de cet héritage-là, aucune mesure ne pourra déboucher sur du concret. Alors, hier soir, j'avais été invité sur le plateau de France O, et il y avait un reportage qui nous montrait l'hôpital de Tahiti. Dans notre livre, avec Semir, on a intitulé un gros paragraphe, donc c'est un livre qui est sorti il y a 1 an, on l'a intitulé « Un hôpital déjà malade ». Et le reportage d'hier soir, malheureusement, elle est bien au-delà encore de ce qu'on avait pu dire. C'était carrément la cessation de paiement, la banqueroute, catastrophique. Et je dirais qu'à la limite, puisque pour introduire un peu ce débat, l'hôpital concentre un petit peu, si vous voulez, toutes les caractéristiques du problème que nous voulons aborder. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet héritage historique, on doit supporter quelque chose de plus peut-être que la simple crise mondiale. Bien sûr, Tahiti ne peut pas échapper à la crise mondiale. Quelques-uns l'oublient, hein, mais on est quand même dans un contexte mondial. Mais ce contexte mondial, il a en plus, il se heurte en plus à un contexte très particulier d'un pays qui a connu des économies, je dis bien, tout à fait artificielles. Ce fut dans un premier temps, avec la colonisation proprement dite, une économie de comptoir, c'est-à-dire que bon, il y a une richesse qui peut se créer comme ça pour ceux qui sont dans les circuits de distribution, au hasard un petit peu des possibilités. Et puis, il y a eu aussi, dans le cadre de cette économie de comptoir, par exemple, juste après la Seconde Guerre mondiale, un gouverneur écrit un rapport à son ministre de l'Outre-mer, et il dit il y a eu des occasions d'enrichissement considérables, parce que la guerre à Tahiti a plutôt été une bonne affaire pour certains. Et il dit maintenant, ces gens eh bien, arrêtent de travailler, investissent dans des maisons et se bâtissent des fortunes considérables. Et c'est un document qui est daté de 1949. Il y a eu bon, une certaine prospérité avec le phosphate, mais c'est un peu particulier. Il y a eu la métro Goldwyn-Mayer qui a apporté des richesses, et puis il y a eu le CEP. Alors là, on est passé d'une économie de comptoir à une économie de garnison, avec des possibilités donc d'enrichissement considérables pour ceux qui savaient saisir les opportunités. Et on a bâti un système à partir de là,
un système économique, social, presque culturel. Et le centre d'expérimentation du Pacifique s'en allant, la reconversion a, à mon avis, échoué, parce que d'une part elle était difficile, très difficile, et d'autre part parce que personne n'avait vraiment intérêt à ce que la reconversion vienne, et vite. Voilà, en quelque sorte, l'héritage principal. Et puis après, il y a eu les erreurs qui ont pu être faites soit par l'État, soit par les responsables du territoire, ne sachant pas très très bien ce qu'on allait faire de ce pays, de l'économie qu'on allait y mettre. Parce que les responsables politiques ont toujours oscillé, si vous voulez, entre la tendance qui consistait à dire « Ah bien, après le CEP, on va bâtir une vraie économie, on va faire des échanges, on va développer le pays ». Et en même temps, les mêmes responsables politiques, ou le même, puisque je parle d'une période qui a... Je vous parle d'un temps. Donc il y a le même personnage qui disait mais à Tahiti, enfin en Polynésie, nous ne sommes pas dans une économie de marché. Nous ne sommes pas là pour faire des échanges, mais nous sommes là pour apporter aux Tahitiens un maximum de services gratuits. Traduisez ça en termes simples, on entre dans un système d'assistanat ou de clientélisme, en même temps qu'on dénonce cette pratique. Mais les entrepreneurs, très souvent, étaient dans ce système-là. Dans ce système où, finalement, il s'agit de rendre des services et compenser par des subventions, par exemple. Par des aides diverses. Et voilà, donc on est arrivé à un moment où l'économie qui était héritée donc, de périodes antérieures a commencé à montrer ses limites et ses contradictions. Alors mes collègues économistes datent le renversement de la conjoncture de 2000, très précisément. 2000-2001. Les statistiques qui ont été publiées par l'Institut d'émission d'Outre-mer ou par l'Institut de la statistique en Polynésie donnent exactement les mêmes indications. Pas forcément toujours au même moment et avec la même intensité, mais on peut dire que, donc, il y a une douzaine d'années, le système est grippé. Là-dessus arrivent tous les soubresauts du monde, plus les soubresauts politiques, et vous avez donc tout le mélange pour arriver à une crise durable. Voilà, c'est une simple esquisse. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce que vous dites, Jean-Marc Fagnon. Oui, mais moins que dans ce que vous avez dit. Voilà, on a beaucoup de temps encore pour aborder toutes ces thématiques, mais peut-être si on reste un tout petit peu sur le passé, vous avez parlé du CEP, le Centre d'essai nucléaire, qui a fermé ses portes en 1996. Est-ce que vous avez l'impression que, finalement, on a su anticiper cette fin du CEP, et finalement, est-ce que c'est là où va commencer la vraie crise? Alors, si on regarde la documentation, assez rapidement, dans les années, je dirais dans les années 80, on s'est préoccupé de l'après-CEP. Mais on s'en est préoccupé beaucoup plus de façon ponctuelle ou de façon, disons, rhétorique, hein, c'était dans le discours. Mais maintenant, concrètement, on n'a pas beaucoup évolué. Alors certes, il y a eu des mesures qui ont été prises, une certaine réforme de la fiscalité, le passage à la TVA, la protection sociale généralisée, enfin il y a eu des mesures qui ont été prises, évidemment. Ça ne peut pas tout nous jamais entièrement négatif, bien sûr. Donc il y a des mesures qui ont été prises, mais déjà au moment où elles étaient prises, il suffit de regarder les débats à l'Assemblée territoriale, les gens se posaient la question, oui, mais est-ce que c'est viable? Parce que, quand même, tout ce qui a été fait à Tahiti a été fait, me semble-t-il, dans une optique, ça va durer toujours.
Ou, si ça ne dure pas, il y aura autre chose. Parce qu'on est à Tahiti. Tahiti, forcément, le monde entier, ayant les yeux tournés vers nous, on va trouver une solution. Et on est un petit peu aussi dans le côté océanien, qui est le culte du cargo. C'est-à-dire, on attend la manne providentielle. Parce que, justement, si on faisait l'historique de l'économie polynésienne, c'est une succession de mannes qui se remplacent les unes les autres. Ah, ce coup-ci, elle ne vient pas. Ou, en tout cas, enfin si, on en espère toujours. Les terres rares, les Chinois, François Hollande. Bon. Donc il y a toujours cette idée, cet espoir. Et peut-être que aussi c'est un facteur paralysant. C'est-à-dire pourquoi se casser la nénette alors que le problème va être réglé là, bientôt. Là. On a des quantités de documents, là encore, je répéterai ça souvent, ce mot-là, parce que je suis quand même historien, donc je travaille là-dessus, mais des gens comme John T. Ariki, par exemple, qui refusaient carrément des plans qui étaient donnés pour développer les marquises, développer la pêche, etc. etc. Ce n'était pas la peine. Pourquoi bâtir des dossiers? Pourquoi faire des démarches? Pourquoi perturber la vie des gens de telle ou telle île? Puisque de toute façon, tout nous tombe dans le bec. Et si c'est pas assez, eh bien, on va gueuler, on ira dire à l'État, si c'est comme ça, on va se fâcher, ou on va vous mettre des bâtons dans les roues, etc. etc. Et il y avait toujours des possibilités, parce que, vous savez, le nucléaire français surtout, c'est la réponse, dit-on, du faible au fort. C'est-à-dire qu'on est faible, mais on est capable d'arracher un bras à l'adversaire. Alors, l'adversaire, même s'il est plus fort et plus costaud que nous, n'a pas envie de perdre un bras. Donc c'est comme ça qu'a fonctionné la dissuasion nucléaire. Il suffisait d'avoir une bombe suffisamment forte pour causer quelques dégâts chez l'adversaire. Mais les gouvernements polynésiens qui se sont succédés, d'ailleurs, bien avant Gaston Flosse et bien avant à cette période-ci, avaient toujours des moyens de gêner le CEP. Par la fiscalité, par le droit du travail. Il y avait des quantités de ressources possibles, et je peux vous dire, là encore, à fouiller dans les archives, qu'à Paris, on avait drôlement la trouille que les Polynésiens s'aperçoivent que sur tel ou tel point, ils pouvaient coincer la France. Bon. Bien sûr, on aurait pu passer au-delà, mais le temps à passer à vaincre ça, c'était gênant, et puis ça pouvait quand même un jour ou l'autre coincer. Pour vous donner un aperçu, au moment où se négocie le statut d'autonomie interne de 1984, Charles Hernu écrit à différents ministres, bon, je reviendrai là-dessus à un autre moment, mais sur un point particulier, quand même, je vais vous raconter, il dit, attention, on est obligé de céder à Gaston Flosse sur de nombreux points. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais il dit, attention, surtout faites attention, dans le statut, à la fiscalité et au droit du travail. Parce que, disait-il, un gouvernement autonome disposant d'un statut permettant de taxer nos produits qui arrivent de France, on est mort financièrement. Et si le droit du travail est de compétence locale, attention, ils vont envoyer peut-être un jour des inspecteurs à Moroa et on ne pourra plus travailler. Parce que tout le monde sait qu'à Moroa, le droit du travail, on le mettait dans la poche. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle le droit du travail n'est devenu compétence du territoire qu'en 2004, sauf erreur de ma part. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, donc on avait toujours cette idée, eh bien, on va trouver les ressources. Bon. Mais en même temps, je repense à des discours de Gaston Flosse de 2000-2001,
dans lesquels il dit nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons équipé le pays, etc. Mais nous n'arrivons pas à empêcher la pauvreté de se développer. Et Christian Vernodon, dans son rapport de 2002-2003, je crois, dans le bilan de la décennie passée, il avait dit, déjà, à cette époque-là, il y a 25% de la population, 20 à 25% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Bon, ça passait un peu inaperçu à l'époque, parce qu'il y avait une prospérité qui touchait quand même, disons, je ne vais pas dire la classe, je veux dire la catégorie voyante, c'est-à-dire ce qu'on voit, quoi. Ce qu'on voit était prospère. Les voitures sur les routes, dans les aéroports, etc. Donc, et l'impression de prospérité faisait que, non, pauvreté, non. Non. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, Semir Alwardi me disait récemment qu'il a essayé de travailler justement sur la perception de la pauvreté chez les responsables politiques. Et il est persuadé, alors vous ne dites pas que je vous l'ai dit, il est persuadé qu'il y a une grande part d'inconscience, de refus de voir la réalité de la part des hommes politiques, toutes tendances confondues, sur la réalité économique, enfin sur la réalité sociale du pays. Moi j'entends des gens qui me disent ce n'est pas vrai qu'il y a de la misère en Polynésie. C'est une histoire que vous racontez. Les gens me disent ah mais je peux vous en parler, je suis marié avec une Polynésienne, ou je ne sais trop quoi, ou je vis avec des Polynésiens, ils s'arrangent entre eux, non, ils sont pas malheureux, c'est pas vrai. Bon. Promenez-vous dans les rues de Papeete le soir en ce moment, ben, vous verrez, le soir venu, des quantités de gens qui mettent des cartons par terre, et puis des jeunes couples, quelquefois avec des enfants. Et puis voilà. Bon. Donc c'est devenu extrêmement visible. Mon ami Serra Malol a fait des travaux là-dessus sur le développement de la pauvreté qui sont ahurissants. Voilà. Ce que vous voulez expliquer, en fait, c'est qu'on n'a pas su s'affranchir de cette année CEP. Aujourd'hui, on a une vraie crise. Peut-être, dans la salle, voulez-vous témoigner sur ce qu'a dit Jean-Marc Regnault à l'instant, notamment, je vous voyais peut-être hocher la tête sur ce contexte de pauvreté. Monsieur, oui, si vous voulez bien peut-être donner votre témoignage. Je vous voyais tout à l'heure... J'ai connu Tahiti de l'année 2000 à 2004. J'y ai travaillé 6 ans. Et c'est vrai que je suis retourné il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que la pauvreté se voit. Je ne suis pas de Tahiti, je suis de Wallis et Futuna. Vous voyez, on arrive tout de suite sur ce contexte économique. Est-ce que d'autres personnes veulent peut-être témoigner sur ce qu'a dit monsieur et sur ce qu'a dit Jean-Marc Regnault dans son introduction et sur le passé, notamment monsieur? Si vous voulez bien juste vous présenter, comme ça tout le monde sait un petit peu d'un mot votre prénom. Madame Théo, je suis des îles Marquises. Quand vous parlez de la pauvreté, quel type de pauvreté? Parce que moi, personnellement, j'ai vécu aux Marquises où il y avait juste un matelas de bambou dressé et puis avec un morceau de tapas dessus pour dormir la nuit avec ma grand-mère. J'ai grandi avec ça, mais j'étais heureux dans cette vie. Mais par contre, quand vous parlez de la pauvreté de Tahiti, je me pose des questions. Quel genre de pauvreté? Parce qu'il y a la vie commerciale, si je peux me permettre de dire, une vie démocratique qui a été installée en Polynésie, où le partage n'était pas égaux à tous. Là, je pense qu'il y a un réel problème. Mais le problème qu'il y a chez nous, c'est un problème politique. Dans le sens où quand on avait installé les institutions de l'État et en même temps la construction de la Polynésie par les gouvernements précédents, le partage n'a pas été équitable pour tous. Mais par contre, dire qu'en Polynésie qu'il y a une pauvreté, moi je ne peux pas le croire parce que personnellement, à l'époque, on vivait très bien avec ce qu'on avait. Voilà, on n'avait pas besoin de tous les trucs. Mais maintenant, je partage tout à fait qu'aujourd'hui, dans la vie que nous vivons pendant cette période-ci, je suis d'accord que la pauvreté a été créée par les institutions qui ont été mises en place. Oui. Alors, écoutez,
il y a deux aspects. Il y a les aspects subjectifs et objectifs. Hein. Alors subjectif, bah oui, on a tous connu ça. Vous, Marquise, moi dans le nord de la France, autrefois, bon, j'ai aussi eu une enfance très heureuse. Mais quand je regarde de quoi on vivait quand j'avais moins de 20 ans, bon, maintenant ce serait insupportable. Mais quand même, alors, il y a le ressenti, évidemment, qui est un vrai problème. Hein, partout dans tous les pays du monde, on peut être très heureux avec beaucoup de choses, hein, et on peut être malheureux avec beaucoup de choses. Hein. Les gens qui se suicident ne sont pas forcément des chômeurs ou des gens qui ont des difficultés économiques. Mais, objectivement, je ne sais pas, mais quand vous regagnez votre voiture à 21h ou 22h dans les rues de Papeete, et que vous voyez ces jeunes, ou moins jeunes, mais souvent des jeunes, vivre dans des conditions, bon, bien sûr, on connaît bien les SDF en métropole, hein, mais là, une misère, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'indemnité de chômage, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de tout ça. Et on trouve des jeunes, des couples, qui l'un et l'autre n'ont plus de travail, et qui sont des déracinés, alors des marquises, et où dans une société qui évolue, où les solidarités familiales jouent beaucoup moins qu'avant. Hein. Donc, par exemple, on voit se développer l'agressivité aussi. Et justement, avec Semir, on en discutait il y a quelque temps. Il racontait une anecdote justement où il s'était fait agresser par quelqu'un qui exigeait qu'il lui donne un peu d'argent. Et il disait, mais qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais dans leur situation? Qu'est-ce que je ferais? Mais je voudrais que vous preniez la mesure de ce que c'est que de n'avoir aucune ressource. Hein? Dans un pays où, pour se loger, il faut déjà pas mal d'argent, même une bicoque. Hein? Bon. Voilà, donc oui, oui. Juste un petit témoignage. Quelque chose se développe à Tahiti, au centre-ville de Papeete, qui n'existait pas avant, ce sont les vols à l'arraché. Oui. Et ça, il y a quoi, l'année dernière, à une terrasse de café, j'étais avec des amis, et tout à coup on entend crier, et on voit un jeune qui part en courant. J'étais avec des amis tahitiens qui étaient complètement désolés en disant, mais ça n'arrivait pas chez nous. Avant, ça n'arrivait pas. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, en effet, d'agressions et de vols arrachés. Mais si mes souvenirs sont bons, il y a eu une étude, je crois que c'est l'Institut de la statistique qui voulait lancer une étude en 2009-2010 sur la perception de la pauvreté en Polynésie. Et ils avaient du mal à le faire, et les grilles de lecture ne sont pas les mêmes en Polynésie qu'en métropole, parce que par exemple les gens ne meurent pas de froid, on n'a pas besoin, les gens s'habillent aussi différemment, et puis on peut très bien habiter dans une bicoque et avoir une télévision, un magnétoscope, voire un pick-up. Donc voilà. Oui. Ça, c'est encore un autre aspect de la question, hein, c'est qu'effectivement, les gens vivent dans des conditions qui seraient difficilement acceptables chez nous, mais qui ont effectivement... bon. Mais le phénomène nouveau, c'est l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que là, il n'est pas question, pour ceux qui sont en face de la cathédrale, hein, d'avoir un magnétoscope. Hein. Voilà. Jean-Marc Reguet, il y a une question sur votre droite. Oui. Oui, il y a d'autres marqueurs, Théo. Je pense que c'est un problème plutôt spécifique à Tahiti, mais ce n'est pas, comme a dit Jean-Marc, un phénomène marginal de SDF. Par exemple, demandez aux instituteurs, il y a des tas d'enfants qui n'ont que le repas de la cantine pour se nourrir et qui mangent du pain et du café au lait le reste de la journée. Demandez aux services sociaux sur la misère sociale qu'ils constatent dans les vallées de Tahiti. Je veux dire, peut-être qu'on n'a pas répertorié tous les marqueurs, mais cette misère, cet appauvrissement, c'est, à mon avis, pas questionnable si on a ces informations. Sans compter que les Tahitiens, tu le sais très bien, ne s'extériorisent pas beaucoup sur leurs difficultés. Et donc,
le ressenti, enfin l'humiliation grandit aussi, hein, bon, le désespoir aussi. Et puis il y a quand même, comme dans toute société, mais peut-être encore plus chez nous, quand même un contraste gigantesque, hein, entre les uns et les autres. Hein. Et le luxe ostentatoire affiché par certains est tel que ça finit aussi par être difficilement supportable. Donc là, on a beaucoup parlé des questions de société. Peut-être, évidemment, il y a forcément un lien avec des questions économiques. Est-ce que vous pensez que la crise qui touche aujourd'hui l'Europe, le monde, on vient simplement de la ressentir en Polynésie française et qu'on vient simplement de prendre conscience et que tout ce qu'on dit aujourd'hui sur ces problèmes de société sont finalement dus à des problèmes économiques et comment est-ce qu'on peut s'en sortir là maintenant? Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on en prend conscience? Alors la réponse est relativement simple, si on en prenait conscience, on prendrait les mesures pour les corriger. Bon. Or, tel n'est pas vraiment le cas. Hein. Tel n'est pas vraiment le cas, encore une fois, parce que, alors là on rejoint un petit peu la thèse ou les thèses que nous voulons défendre dans cet ouvrage, c'est qu'il y a un tel refus de regarder le passé qu'on ne peut pas construire l'avenir. Alors, on a mis en exergue du bouquin la phrase de Nicolas Sarkozy à la Martinique, le passé réparé, l'avenir préparé. Certes, il visait sans doute l'affaire de l'esclavage, mais si vous regardez la Nouvelle-Calédonie, bon, le préambule de l'accord de Nouméa, c'est bien ça. Le passé réparé, l'avenir préparé. C'est à partir du moment où les gens ont pris conscience de ce qui se passait que, alors, des mesures, alors, plus ou moins bien réussies, hein, mais en tout cas, ça a complètement changé. Écoutez, revenons un petit peu sur le cas de la Nouvelle-Calédonie. Les leaders actuels qui s'entre-déchirent, Harold Martin et Philippe Gomez, et même Frogier, étaient tous derrière Jacques Lafleur. À l'époque où il fallait combattre le risque d'indépendance kanak, bon, eh bien, ces gens-là, qui considéraient que le pays n'avait jamais été colonisé, on les voit maintenant aller à la tribune de l'ONU en disant « Aidez-nous à décoloniser notre pays. Nous allons prendre des mesures de décolonisation. » Alors, entendre ces gens-là tenir des propos qu'ils auraient jugés idiots il y a 25 ans montre qu'il y a eu une prise de conscience. Ce n'est pas le cas en Polynésie. En Polynésie, on entend des leaders politiques dire « Ah ben, oui, mais nous, le passé, non, nous, c'est l'avenir. » Oui, mais il n'y a pas d'avenir si on ne solde pas le passé d'une certaine façon. Alors, non seulement, bon, il y a peut-être la part de sentiment de culpabilité ou d'excuses, etc. Bon, passons là-dessus, ça peut se discuter. Mais, pour moi, ce qui est important, surtout, c'est, encore une fois, cette prise de conscience. On est dans une situation donnée, et cette situation-là, on ne la corrigera pas par quelques mesures de relance de l'économie ou de choses comme ça. Les premières choses à faire, ça serait quoi? Si vous dites que les premières mesures, ce ne sont pas des mesures économiques, est-ce qu'il faut un grand plan fiscal? Est-ce qu'il faut proposer-nous des solutions? Oui. Mais je persiste à dire que la pauvreté en Polynésie aujourd'hui a été construite par le système. Bon, maintenant je continue. C'est ce que voilà. je viens de dire. Hein, voilà. Mais par contre, je vais venir sur les propos de développement économique du tourisme de la Polynésie. Je pense que tous les responsables politiques et les responsables du tourisme savaient et connaissent comment il faut sortir le pays de la situation. Mais le problème, c'est qu'il manquait de volonté politique pour agir ensemble entre les professionnels de tourisme, le gouvernement de la Polynésie et les acteurs principaux qui sont
probablement des sculpteurs ou des artistes, etc., pour qu'il y ait suffisamment de produits pour promouvoir la Polynésie. Ça n'a jamais été fait en Polynésie. Un. Deuxièmement, si vous faites allusion à Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, ils avaient des personnalités qui étaient compétentes pour développer leur culture touristique ou maritime. Madame Tibaou en était une, pour le centre culturel de Tibaou, et Madame Webe, qui était ministre de la Culture et en même temps Premier ministre de la Nouvelle-Calédonie, qui était une personne très compétente, dont j'ai vu que nos ministres de la Culture, à nous, ne se déplaceraient jamais comme Madame Webe le fait pour ses artistes. Par exemple, sur le problème des droits d'auteur, la SACEM, la Société de perception de droits d'auteur en Nouvelle-Calédonie, n'existait pas il y a une dizaine d'années. Elle existe, ça fait à peine 7-8 ans, cette société. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté politique et le soutien de leur ministre de la Culture par rapport à les artistes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la culture kanak à travers la musique kaneka, à travers son historique de faune marine et tout. En Polynésie, on pourrait le faire ça, mais le problème, c'est que nos gouvernements ne font rien pour, et c'est ça le problème. Donc ce qui fait les acteurs, c'est parce qu'il manque. Il y a des acteurs sur place qui attendent comment on puisse donner une direction, une ligne, qu'on puisse y aller. Mais on ne les écoute pas, ces gens-là, quand tu vas y aller parler avec eux, ils vont te prendre pour un prétentieux. Et voilà, ben les choses traînent, les choses restent comme ça. Voilà. Après, vous touchez un problème sur les institutions, on va parler également du tourisme. Oui, mais eux, ils savent parfaitement comment sortir le pays de la situation. Attention. Je crois qu'il y a un point de fond, enfin, une différence fondamentale entre la Calédonie et la Polynésie, c'est que la Calédonie a une manne, ça s'appelle nickel, et que ça rapporte énormément d'argent. Il y a aussi des secteurs en Polynésie sur lesquels on peut se développer. Oui, bien sûr, mais le nickel, on peut le laisser sous le sol. Hein. Oui, mais non, il n'est pas sous le sol en ce moment, il y a énormément de... Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on a 500 000 touristes, ça vaut du nickel. Hein. Oui, mais on ne les a pas. Bon, on les a pas. Pour des questions de tarifs, pour des questions de distance, pour des questions de structure. Voilà. Alors, le problème, c'est que même si on a quelqu'un de génial pour nous dire voilà comment il faudrait développer le tourisme, on a quand même des handicaps majeurs. Hein, c'est que le tourisme est cher, et la raison fondamentale, à mon sens, c'est la fiscalité. Et puis, imaginez que demain, on ait 500 000 touristes. Vous les mettez où? Vous remplissez le Radisson, par exemple. Ils font comment pour rejoindre l'aéroport quand il y a 1h30 d'embouteillage? Donc vous dites qu'il y a un problème d'infrastructure. Il y a un problème d'infrastructure. Hein, c'est-à-dire que tous les problèmes que vous prenez... Alors, vous pouvez faire le malin et dire « mais moi j'ai la solution ». Non, parce que vous vous heurterez toujours à un autre problème. Donc, ce sera le problème des infrastructures. Ce sera le problème, mais à qui profite le tourisme? Parce que, comme le disent certains, on peut toujours développer un tourisme qui envoie l'argent dans les grands groupes hôteliers. Bon. Donc il y a des choix à faire aussi du type de tourisme. Bon, hier, en discutant un petit peu avec le journaliste de France O, il me disait est-ce que, puisque Tahiti c'est cher, est-ce qu'on ne pourrait pas ne faire un tourisme que pour les gens très riches? Ben oui, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Hein. On disait non, on ne veut pas de backpackers chez nous. On disait carrément. Hein. Bon, c'est-à-dire que il y a des choix à faire entre un tourisme d'élite et un tourisme de masse qui pourrait profiter aux petites pensions de famille ou des choses comme ça. Bon, voilà. Donc il ne suffit pas de dire on a de bonnes idées, on va trouver un slogan génial pour faire venir les touristes, on va leur proposer des activités, etc. Et puis c'est le chien qui se mord la queue. Hein. Le tourisme y a pas de tourisme existe encore. Comment ? Le tourisme de luxe existe en Polynésie. Ben, oui. Il profite qu'à quelques groupes hôteliers qui sont installés à Bora Bora, c'est pas tout, hein, et une ou deux autres îles. Mais il existe. Oui, bien sûr. Des trucs à 1 000 € la nuit, il y en a. Bien sûr. Mais alors,
Seulement, quand on fait un tourisme à 1 000 € la nuit, il faut avoir des gens très compétents aussi à la base. Parce que le tourisme, c'est aussi une affaire... Mais ça ne fait pas vivre les petites pensions, Oui, ça ne fait pas vivre tout le monde, ça fait vivre une petite minorité de gens, de personnel dans ces hôtels, ça ne fait pas vivre l'ensemble de la population, ça ne fera pas vivre. S'il fallait faire quelque chose aujourd'hui, ça serait quoi selon vous? Ah ben moi je sais pas si une solution est construisible. Il faut déjà, ça serait, enfin moi je vois ça un peu de l'extérieur, n'étant pas polynésien, ayant lu sur le sujet et la problématique, mais n'étant pas moi-même polynésien. Déjà c'est de s'inspirer ce qui s'est fait ailleurs autour, parce qu'il y a plein de petits pays indépendants autour, avec des succès plus ou moins, et qui eux sont réellement indépendants, qui n'ont pas forcément un pays, un métropolitain qui amène une aide sous une forme ou une autre, qui ne pourra pas durer de toute façon. Que font déjà les autres? S'inspirer un peu de ça, parce que la Polynésie, elle est quand même à 5000 km de tout le continent. Moi, ce qui m'avait frappé dans le système financier, dans le système économique, c'est quand même le nombre de monopoles qu'il y a, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau de la téléphonie. À tous les niveaux, il y a des monopoles, c'est-à-dire une société. Bon, le territoire est petit, il y a 200 000 habitants, il n'y a peut-être pas les moyens de faire vivre 5 sociétés en concurrence. Bon, en tout cas, il y a pratiquement des monopoles un peu partout, qui font les tarifs qu'ils veulent sur les services ou les produits. En plus, il y a une grosse partie des revenus du pays qui viennent finalement des taxes d'importation. Je crois que c'est l'essentiel des revenus du pays, c'est sur les taxes à l'importation des produits. Ce qui fait qu'on a un niveau de vie artificiellement élevé en Polynésie, extrêmement élevé, où un pot de yaourt, c'est 3 fois le prix qu'on le payerait en métropole, par exemple. Donc, est-ce que ça, c'est compatible avec un développement? Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler pour avoir un... Et aussi s'inspirer de ce qu'ont fait d'autres pays dans la région qui sont devenus indépendants, comme je pense à Kiribati ou Samoa ou autres. Comment ils font? Il y a aussi pas mal de pauvreté chez eux. Je vous en prie, vous voulez prendre la parole? Je crois qu'il y a juste une question et après vous prenez la parole pour résumer. Je me demande s'il y a des consensus économiques. Par exemple, le choix du tourisme haut de gamme a créé aussi de faire Air Tahiti Nui déficitaire comme il voit possible et d'empêcher AOM, Corsair d'amener du tourisme moins haut de gamme. À ma connaissance, personne, avec l'alternance politique, n'est revenu sur ce choix. Alors, est-ce qu'il y a comme ça des consensus économiques qui ont dit ben non, il faudrait faire ça, mais que par fierté politique, on n'a pas voulu suivre? Je vous interromps. Vous répondez et après il y a encore une seule question. D'accord. Okay. Alors, en gros, ce que vous dites conforte un petit peu notre analyse, c'est-à-dire qu'on a du mal à gérer le poids du passé, qui a créé en grande partie des monopoles, qui a créé des catégories relativement aisées, et puis surtout des gens qui n'avaient pas besoin de sacrifices. Donc, par exemple, pourquoi exploiter des phosphates, pourquoi s'embêter à devoir déménager, à devoir voir une île sacrifiée, etc. Parce que les mentalités ont été bercées un petit peu par l'argent facile qu'on trouvait. Donc il n'y avait pas de nécessité. Alors, après ça, vous avez des idées qui fusent. Ça, Tahiti, c'est extraordinaire pour ça. Alors, un jour, on vous dit que la solution allait dans telle chose, dans telle autre, mais déjà, Francis Sanford vous expliquait que la Polynésie allait devenir très très riche avec les nodules polymétalliques. Bon, un autre jour, on a trouvé une niche, c'est le tourisme gay. Un autre jour, on a trouvé, bon, venez donc gratuitement chez nous. Un autre jour, c'est, je sais pas, il y a toujours de bonnes idées comme ça. Mais encore une fois, le problème, c'est que il n'y a pas de suite d'une part, mais d'autre part, il manque une vision globale, parce que même si on donnait suite à une idée, elle se heurterait immédiatement aux rigidités, aux structures, aux privilèges anciens, aux monopoles, etc.
Donc voilà. Hein, alors je reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est une des données fondamentales. Vous avez une question ici à notre... Oui, je voulais revenir sur le couchsurfing. Ça a fait un tollé immense. Personne n'est d'accord. Tout le monde trouve que l'idée est complètement stupide. Et personnellement, je pense pas que le touriste de luxe, quand on essaie de le ramener, ira dormir chez l'habitant. C'est intéressant. On peut pas non plus baser le tourisme que sur ce genre Non mais ça existe hein, à l'époque. Enfin, ça existait à l'époque où il y avait Corsair. Des gens prenaient les derniers billets aux enchères. Hein, et moi j'ai connu quelqu'un qui venait de Belgique comme ça, qui avait payé le billet, je sais pas, il avait dû payer l'équivalent de 15 ou 20 000 francs CFP à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et comme il connaissait une vague nièce qui habitait près de chez lui, on a eu un appel en disant est-ce qu'il peut mettre une tente dans ton jardin? Bon, alors on dit, non, il y a des 100 pieds, on ira à la maison. Mais je crois que ce serait... Il y a une catégorie de gens pour ça. Bon, alors qu'est-ce que ça rapporterait? Ça, j'en sais rien. Et le problème qui avait été posé justement il y a 15 ou 20 ans, à l'époque où Gaston Floss était président, c'était ça. C'était des gens vont en quelque sorte nous encombrer pour pas grand rapport. Hein, il faudra quand même un minimum de structure, ils ne dépenseront pas beaucoup. Voilà. Bon. Parce que peut-être ce qui explique Jean aussi, c'est qu'il y a un vrai problème de culture finalement. Bien sûr. Donc c'est peut-être ça aussi le cœur du problème. Bien sûr. Vous expliquez ça aussi tout à l'heure, Théo. C'est-à-dire que vous voulez une grande réforme. Est-ce que c'est possible? Vous allez pouvoir nous répondre. Oui, enfin, mais il y a aussi un vrai problème de culture. Ne finissons pas la conférence tout de suite. Alors, bon, bien sûr, on peut prendre des exemples ailleurs. Oui, mais ailleurs, c'est ailleurs. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le même contexte, et les pays indépendants dont vous parlez ont quand même derrière eux peut-être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont et où on peut trouver suffisamment de touristes pour faire vivre plus ou moins l'économie. Bon. Donc les exemples sont pas les exemples d'ailleurs sont pas toujours terribles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le copier-coller, et à Tahiti, on est quelquefois champion du monde en matière de copier-coller, ça ne marche pas en général. Parce que, encore une fois, on a oublié la dimension anthropologique et historique des choses. Bon, alors, pour vaincre tout ça, vous savez, moi j'ai connu la Nouvelle-Calédonie où quand on parlait de tourisme, non, ça ne nous intéresse pas. Et maintenant, ben, ils ont du monde, ils ont des touristes. Mais là encore, ben, il faut changer la culture, voir les nécessités, etc. Bon, c'est la proximité de l'Australie qui fait que la Nouvelle-Calédonie est du tourisme. Non, ils viennent du Japon ou d'ailleurs, mais non, il y a aussi des Australiens. Mais oui. La Nouvelle-Calédonie, ce que je voulais dire de la Nouvelle-Calédonie au point de tourisme, c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne voulait pas avoir un tourisme de masse comme la Polynésie. C'est vrai que maintenant, quand on voit maintenant les infrastructures concernant le tourisme a évolué, puis quand on voit le pourcentage, l'augmentation des touristes qui partent en Nouvelle-Calédonie, là on a vu que la Nouvelle-Calédonie a changé. C'est vrai que comme la Nouvelle-Calédonie a quand même son nickel, et c'est vrai que non, c'est vachement basé sur cette manne qui était du nickel. Maintenant, arrivant en 2012, ils ont changé. Est-ce que vous avez su vous adapter aussi? C'est peut-être ça la vraie différence. Alors, oui, je répondrai après. Il y a une autre question aussi après. Mais... Moi, je voudrais faire quelques observations. Alors, le débat, il part un peu dans tous les sens, donc la pauvreté, le tourisme... On y arrive progressivement, etc. c'est ce qu'on avait prévu. Donc, je crois que c'est difficile de faire une synthèse. Donc, d'abord, je vous remercie de votre présentation. Je n'ai pas eu l'occasion de lire votre livre, mais à la sortie de cette conférence, je me précipiterai pour le faire. Je souhaite, monsieur, que vous soyez un exemple pour la salle. En tout cas, dans vos propos, il y a quelques-uns que je partage parfaitement, notamment ce problème de voir la réalité en face.
Et je pense que ce que vous dites, en fait, c'est là aussi sur la base d'une construction historique. Est-ce qu'on voit la réalité en face depuis déjà une trentaine d'années? C'est une question qu'on peut se poser. Je vais juste, mon propos, le concentrer sur le tourisme, puisque c'est un secteur qui, à l'époque, a occupé les soirées. Et revenir sur deux points. La première chose, c'est qu'à partir de 1992, et même avant, on ne peut pas dire que les Polynésiens ne se sont pas inquiétés du développement propre de leur économie. Pour avoir été aux côtés de Francis Fanfort à une époque, la mise en place du Code des investissements, le développement du tourisme, le développement d'autres secteurs d'économie de substitution, répondait de cette préoccupation de qu'est-ce que serait l'après-CEP. Je pense que ça a pris plus d'acuité à partir du moment où les essais ont été arrêtés, je crois que c'était en 92. Enfin, le moratoire. Et surtout, il y a eu un grand débat fort intéressant auquel vous avez peut-être participé, qui s'appelle le Pacte de progrès, où je pense on a eu ce moment collectif fort intéressant d'un débat intense de l'ensemble des partenaires, syndicats, forces vives, entreprises, administration, État, territoire, sur qu'est-ce que serait ce pacte, qu'est-ce que serait la Polynésie de l'après-CEP. Et donc, ce débat n'a pas été fictif, il l'avait peut-être vécu les uns et les autres, je pense qu'il a été profond et sincère, et des pistes avaient été dégagées. Et nous avions la chance à l'époque d'avoir des idées et d'avoir de l'argent, puisque l'État, en cessant ses activités, avait mis à la disposition de la Polynésie française et continue à mettre des ressources pour le faire. La forme en a changé, mais le fond est le même. Et nous avons essayé différentes alternatives, et notamment dans le tourisme, pour nous concentrer uniquement sur ce secteur-là. Le tourisme répond à la loi des marchés. Ce n'est pas parce que les Polynésiens veulent faire du luxe ou pas du luxe que ça va marcher. Le marché du tourisme répond à l'existence de marché. Le problème que nous avons, c'est la distance, qui n'est pas un sujet simple à gérer, puisque d'une part, la distance amène des coûts de transport, et la distance amène des marchés qui sont différents. Le marché japonais n'est pas le marché américain n'est pas le marché français n'est pas le marché espagnol ou italien. Et donc, bien évidemment, cette diversité des marchés a complexifié l'équation. D'un côté, effectivement, il y avait le marché éventuellement de Corsair et d'AOM, quelqu'un le citait cet exemple tout à l'heure, qui permettait à des familles françaises de venir éventuellement en tourisme affinitaire visiter leurs proches en Polynésie française. Je crois que c'était un marché à une époque, qui était prospère. Ceci dit, ce marché s'est tari. Il s'est tari non pas parce que AOM et Corsair se sont fait exclure du marché, parce que la rentabilité de leur exploitation à l'époque ne permettait pas une viabilité durable. Ça, c'est ma première observation. La deuxième chose, nous avons essayé de faire des hôtels bon marché. Nous avons eu des Ibis, des Climats de France, je ne sais plus, des années 80 à peu près, et ça s'est avéré des échecs. Parce que la distance et le coût des facteurs, et j'y viendrai, amenaient que pour un produit de piètre qualité, le prix était élevé. Et donc, la décision prise à partir des années 95 de nous orienter vers du tourisme de luxe, c'était justement pour ne pas retomber dans le travers qu'avait été l'idée qu'on allait avoir un tourisme de masse. Et l'exercice a marché. Il a marché dans un premier temps parce qu'il y a eu toute cette période de construction des hôtels entre 1995 et 2000, comme par hasard, ou 2003-2004, où des investissements très importants, chiffrés en milliards de francs pacifiques, voire en dizaines de milliards de francs pacifiques, ont été défiscalisés. Et bien sûr, c'était une source de financement fort utile, mais pas que défiscalisés. Il y a aussi des fonds propres, il y a aussi des crédits qui ont été mis en place. Et cette période-là a permis de générer, je dirais, à partir de 98-99, des coefficients de remplissage qui étaient porteurs d'espoir. Pourquoi la machine s'est enrayée, hein, c'est une question que je vous pose. Pourquoi en 2000 c'est ça enrayé? Parce que d'une part, c'est mon point de vue, cette période de construction s'est achevée, les marchés se sont complexifiés, l'euro, on en parlera, hein, a été un facteur très handicapant quand même pour le marché américain. Et puis la crise, en partir de 2004, 2005, puis 2008 et 2010, où les marchés se sont taris.
À une époque, certains de vous le savez, j'étais président du GETT Tourisme, et donc j'ai fréquenté, vu, visité les tour opérateurs, les compagnies chargées de commercer la Polynésie. Les marchés se sont littéralement effondrés. Les 6000 Espagnols qui venaient ont disparu, comment dirais-je, les Anglais qui venaient dépenser leur bonus se sont taris, les Français se sont appauvris, les Belges ont baissé, les compagnies ont réduit leur fréquence, et on s'est retrouvé dans un marché de plus en plus étriqué qui a fait que les investissements que nous avions mis en place, effectivement, ne correspondaient peut-être plus à ce moment-là aux exigences des marchés. Et je termine mon intervention. Et je pense que c'est un point essentiel. Et le point qui me paraît aujourd'hui important, c'est que, le tourisme ne s'est pas complètement effondré. Nous avions un pic de fréquentation, de mémoire, vous me corrigerez, en 2004, qui était de 250 000 touristes. Dans ces 250 000 touristes, il y avait une partie qui était des croisiéristes de mémoire. Et pas de manière négligeable. Je crois qu'on parle de 30 000 ou 40 000 croisiéristes. Donc on était sur du tourisme sur place de l'ordre de 200 000 touristes. Aujourd'hui, on est à 160 000 à peu près. Donc il y a un peu de croisiéristes, c'est vrai. Donc le tourisme ne s'est pas effondré. C'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a un besoin de Polynésie. Et nous avons la chance d'avoir, reconnaissons-le, soyons optimistes, un superbe pays. Nous avons la possibilité d'offrir une alternative de produits qui est exceptionnelle. Mais le coût des facteurs, à la fois de transport et à la fois de production, rend ce produit difficilement compétitif. On peut difficilement vendre la Polynésie à moins de 3 000 à 4 000 euros à partir de France. On peut difficilement vivre la Polynésie à moins de 2 000 $ à partir des États-Unis. Tout simplement parce que vous avez l'avion, déjà, et donc pris cet avion, vous avez la moitié de son coût qui concerne le carburant. Donc je crois que là, si on veut, en tout cas pour parler que du tourisme, et c'était mon propos, je pense que le coût des facteurs de production, la manière dont on pourra les maîtriser, dont on pourra les anticiper, soit en choisissant d'autres partenaires, soit en choisissant d'autres marchés, pourrait être un élément de réponse, je dirais, au développement touristique de demain. Et je termine par là. Merci beaucoup pour votre contribution. Il y a beaucoup d'éléments, des éléments aussi pour sortir de la crise. Vous pouvez peut-être répondre à Marc. Oui, pas tout de suite. Vous savez, je suis content que vous ayez dit que déjà à l'époque de Francis Sanford, on se préoccupait de la chose. Et en fait, Francis Sanford avait à sa disposition un certain nombre de rapports qui avaient été faits. Et Francis Sanford aurait dit un jour que le seul rapport que le territoire aurait intérêt à financer, c'est le rapport qui expliquerait pourquoi les rapports précédents n'ont pas été suivis des faits. Je vais vous citer quelques documents. En 1947, l'inspecteur des colonies René Azalcéré explique que le territoire court à la catastrophe parce que sa fiscalité est complètement aberrante. Il dit, si le territoire n'a pas de ressources, forcément, une partie du circuit économique va se trouver paralysée. Il disait la chose suivante. Bon, d'abord, il disait, alors ça, j'ai jamais vu ça nulle part, un impôt sur les exportations. Vous parlez du phosphate. Comme on exporte aujourd'hui la perle, je crois, il y a une taxe à l'exportation. Bon, alors déjà, une taxe à l'exportation, quand tous les pays s'efforcent de faire en sorte que leurs produits soient moins chers, on est un peu spécifique. Mais il disait la chose suivante. Justement, alors, les rentrées d'argent du territoire, elles reposent par exemple sur le phosphate. Et en 1947, il savait qu'il en restait pour 17 ou 18 ans. C'est allé jusqu'en 1966. Et il disait, de toute façon, avec les ressources du territoire qui sont surtout sur la consommation, forcément, on va avoir des ressources en dents de scie. Si la consommation marche, ça monte. Si la consommation, pour une raison ou pour une autre, diminue, les ressources du territoire vont diminuer également. Et donc, il proposait l'impôt, de corriger, de mettre
un impôt. Il n'utilisait pas vraiment l'impôt sur le revenu. Enfin, il en parlait un petit peu, mais sachant qu'il n'y avait pas énormément de gens qui avaient des revenus, il proposait des choses, notamment sur le foncier. Mais en tout cas, il s'était déjà bien rendu compte qu'on allait à la catastrophe. Alors ensuite, il y a eu des économistes qui ont travaillé à l'Orstom, qui ont fait des rapports. Et puis vous avez, en 1970, vous avez René Dumont, le père de l'écologie, le grand spécialiste de l'agriculture, qui est venu faire un rapport et qui a été stupéfait de voir ce qu'il voyait et qui s'est attaqué, mais alors très durement, à la classe possédante. En disant, alors à Tahiti, il y a quelque chose d'incroyable, dit-il, c'est que ce sont les privilégiés qui menacent de descendre dans la rue pour faire des émeutes. J'ai repensé à ça récemment, lorsqu'il y a eu les manifestations sur l'augmentation des prix de l'essence. Tous ceux qui avaient des gros 4x4 étaient dans la rue. Hein. Ceux qui avaient des Twingo, ne vous inquiétez pas, eux, ils ne sont pas allés. Hein, parce qu'une augmentation de 10 francs CFP sur le litre d'essence, ça les touchait moins que ceux qui avaient des voitures à 25 litres au 100. Bon, donc il y avait cette idée. Bon, ensuite, en 1976, vous avez le rapport de Simon Nora, grand économiste, créateur du Point, je crois, qui a fait un rapport. Alors, la Chambre de commerce lui est tombée dessus à bras raccourcis. Comme il avait osé parler de l'impôt sur le revenu, la Chambre de commerce appelait l'impôt sur le revenu l'impôt jalousie. Ah, tous les papas qui viennent ici, ils sont jaloux parce que chez eux, ils doivent payer des impôts. Ben, pas chez nous, on n'en paye pas. Parce qu'on n'a pas besoin. Alors, justement, quand la salle Serret avait fait son rapport en 1947, le gouverneur avait ajouté quelque chose sur le rapport. Il avait dit, mais l'Assemblée représentative à l'époque est composée de gens qui sont des commerçants, des exploitants agricoles, riches, et ils disent « Oh, l'impôt sur le revenu, c'est compliqué à mettre en place. Donc c'est plus facile de percevoir un impôt sur la consommation. » Et le gouverneur ajoutait « Évidemment, ils préfèrent voir les pauvres payer des impôts à leur place. » 1947. Hein. Bon. Alors, Simon Nora donc, avait expliqué qu'on courait à la catastrophe, que en plus, disait-il, la France s'appuie sur une classe dirigeante qui n'en vaut pas la peine, parce qu'elle est égoïste, elle refuse des développements qui n'iraient pas dans le sens de leurs intérêts propres, etc. Voilà. Et alors, le gros problème, à mon avis, le gros problème, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu le développement incroyable d'une richesse. Et je reprendrai la formule d'un économiste qui était venu faire une conférence à l'école normale où j'enseignais en 1985 ou 86. Il avait dit, devant tous les responsables des services du territoire, il avait dit « Vous êtes un pays riche, non développé ». Et le gros problème de Tahiti, c'est ça. C'est que c'est sa richesse qui empêche le développement. Il m'est arrivé de dire à des gens qui avaient entre 45 et 65 ans, qui se plaignaient que leurs enfants ne trouvaient pas de travail, etc., que la vie était dure. Je leur ai dit, mais c'est parce que vous avez accepté d'être riche il y a 25 ou 30 ans que vos enfants, aujourd'hui, sont pauvres. Parce qu'on a mis en place un système où la richesse forcément empêchait le développement. Comment voulez-vous exporter? Comment voulez-vous éventuellement attirer des touristes? Effectivement, si les prix sont aussi élevés, parce que c'est le cercle sans fin. La France donc permettait des salaires élevés dans la fonction publique, et puis on alimentait les choses comme ça, et donc tout montait. Les commerçants avaient devant eux des gens qui avaient un haut pouvoir d'achat et qui étaient prêts à acheter n'importe quoi et à n'importe quel prix. Donc
le niveau des prix d'aujourd'hui est aussi le résultat d'une période d'abondance, et naturellement, on ne veut pas redescendre en arrière. Et même, je vous dirais une chose, c'est que, alors là, si vous faites des leçons, vous faites des cours d'économie, vous n'avez jamais entendu ça, c'est qu'à Tahiti, moins les commerçants vendent, plus ils augmentent les prix. Parce que leur objectif, c'est maintenir la marge. Alors, tant pis pour les pauvres. Hein. Et effectivement, on a un peu ce sentiment-là. Alors, naturellement, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais il est sûr que c'est une des tendances majeures du territoire. Hein, c'est, finalement, on n'est pas dans une économie de marché. Parce que ceux qui tiennent le système peuvent se permettre de maintenir leur marge. Quoi qu'il arrive, peut-être que certains jugeront que je caricaturise, mais je pense que je suis assez largement dans le vrai. Oui, oui, je pense que vous touchez du doigt à un point, à mon avis, qui est important, le prix. Hein. Et le prix est résultante aussi de coûts. Et il y a un élément sur lequel vous êtes venu, que je partage, c'est le coût in fine de la main-d'œuvre, qui a été tiré par le haut par le système de la fonction publique. Il y avait encore, j'ai entendu parler de salaire à la CPS, je ne peux pas faire d'appel à mon ami, mais qui était important, choquant, ou d'autres encore. C'est vrai que ce coût des salaires vient fortement pénaliser les économies qui se veulent compétitives. Comment voulez-vous, on parlait tout à l'heure de comparer notre offre à l'offre des pays comme Fidji par exemple. Comment voulez-vous comparer touristiquement notre offre de prix avec celle de ces pays-là, alors que le coût de production de ces régions est pratiquement 2 à 3 fois inférieur au nôtre. Je crois que là, il y a un vrai sujet de fond et de prise de conscience collective, qui a un décrochage mortel entre le coût des salaires d'une partie de la population, et la partie la plus favorisée, ce n'est pas nécessairement les commerçants qui font des marges. C'est également toute une autre partie de la population qui vit au crochet, je dirais d'un certain nombre d'administrations, de privilèges, etc. Et je pense que ça, lorsqu'on confronte ça à la réalité économique, pour les hommes d'affaires qui sont les investisseurs, on voit bien que ce décalage est mortel pour les deux. Nous avançons dans notre débat toujours sur les questions économiques. Justement, je crois que vous aussi, sur le coût du travail, sur les salaires de la fonction publique, vous pouvez également témoigner. Non, je rejoins un peu ce que disait monsieur, parce qu'au niveau des coûts du marché du travail, on a le souci à Tahiti, on a le souci en Calédonie et on a le souci à Wallis-et-Futuna. On est vraiment au-dessus de nos îles indépendantes qui sont autour de nous. Donc, est-ce que le souci ne vient pas de l'Hexagone, qui nous a subventionné, et aujourd'hui, on nous ferme les robinets et on nous dit débrouillez-vous. Oui. Quelque chose qui me surprend, c'est que la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas eu ce statut privilégié, cette manne, parce qu'il n'y avait pas le CEP là-bas, qui a déjà une fiscalité et qui a duquel les prix en Nouvelle-Calédonie ne sont pas sensiblement différents des prix en Polynésie française. Oui, alors là, c'est peut-être... oui, tu as raison. C'est un phénomène relativement récent, hein, parce que quand j'allais enseigner en Calédonie dans les années 90, c'était nettement moins cher qu'à Tahiti, hein, sauf certains produits. Bon, il y a toujours la bière est très chère, le vin n'est pas cher, hein, c'est le contraire de chez nous, pour les raisons que vous pouvez imaginer facilement. Hein, pourquoi la bière n'est pas chère à Tahiti. Bon, mais il y a un phénomène qui dure depuis une dizaine d'années, c'est la montée des prix. Mais là, vous avez un boom économique et une poussée démographique par l'apport de migrants, dont on n'arrive pas à saisir le flot d'ailleurs, hein, je crois. Les Calédoniens me reprendront éventuellement si je me trompe. Donc, oui, on a fait 2 fois des statistiques. Et on est persuadé que les statistiques sont impossibles à faire. Et donc, voilà, il y a même des gens qui vont jusqu'à des hypothèses farfelues qui parlent de 450 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, alors que les statistiques en donnent 250, hein, je crois. Bon,
Mais en tout cas, il y a une pression sûrement sur les prix à cause de ça, parce qu'il n'y a pas assez de logements, on manque de tout, quoi. Enfin, on manque de tout, je veux dire, il y a une pression très forte. Je voudrais juste un point complémentaire, parce que est-ce qu'en fin de compte, ce point de l'histoire, il n'est pas... Est-ce que la Polynésie est un cas isolé dans la République? Moi j'ai l'impression que non, parce que quand on compare la situation des économies des départements français d'outre-mer, je parle de production réelle économique, pas de RMI, pas d'allocation chômage, pas d'électricité policier qui leur sont aujourd'hui octroyés. Et je parle d'économie réelle, que ce soit le tourisme ou l'industrie. C'est quand même pas des réussites émouvantes. D'accord? Et donc je m'interroge, est-ce que en fait le constat qu'on fait pour la Polynésie n'est pas un constat qu'on peut faire aussi, à l'exception de la Calédonie qui a une richesse minière importante, est-ce que c'est pas un constat qu'on peut généraliser? Et que les salaires élevés, c'est pas que les salaires des Polynésiens, c'est aussi les salaires des Réunionnais et des Guadeloupéens, etc. Pourquoi l'île Maurice est pleine de touristes et la Réunion est vide? Pourquoi, comment dirais-je, la République dominicaine, c'est plein de touristes et la Guadeloupe et les Martiniques, il n'y a personne? Il y a bien, comme par hasard, il y a quand même... C'est pas un problème de rapport qualité-prix, c'est clairement ça. Ah bah oui, c'est que le donc séjour bien évidemment. Bien évidemment, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est un problème d'argent. Ce que je veux dire, c'est que le coût des facteurs de production, dans la généreuse République qui est la nôtre, a été un facteur handicapant. On le constate a posteriori, mais quand on parle de l'histoire, un coût handicapant de la construction de l'avenir, c'est tout.